Bonjour et bienvenue dans 50 nuances de sport, le podcast qui fait rimer bonheur et sueur. Moi, c'est Rosanne, et toutes les 2 semaines, je donne la parole à des sportives et sportifs passionnés aux parcours différents qui vous partagent leur histoire, leur vision du sport ou encore une expérience qui les a marqués. Des témoignages passionnants, faits pour vous inspirer. Pour ce premier épisode, j'ai eu le plaisir de rencontrer Camille Bouissou, la créatrice du blog Camille court en vert et fondatrice de Parcourir autrement. Avant toute chose, je tenais à la remercier d'avoir immédiatement accepté mon invitation en faisant preuve d'un bel enthousiasme et de soutien. C'est certainement car elle sait ce que c'est de se lancer, de démarrer un projet auquel on croit et pour lequel on aimerait faire adhérer. C'est ce qu'elle nous explique lorsqu'elle nous raconte pourquoi et comment elle a créé Parcourir autrement, son projet de run touristique qui vous permet de découvrir des villes en alliant culture, plaisir et sport. Avant d'en arriver là, elle nous explique pourquoi faire du sport a toujours été naturel pour elle, bien que sa pratique ait largement évolué depuis qu'elle a débuté. Aujourd'hui passionnée de course à pied, elle nous raconte comment ce sport est entré dans sa vie, ce qu'il lui apporte et comment il lui a permis de retrouver le contrôle de son corps après qu'on lui ait diagnostiqué un cancer de la thyroïde à seulement 21 ans. Elle nous explique également l'origine de son pseudo, Camille court en vert, qui allie sa passion pour la course et sa sensibilité écologique qu'elle essaye de transmettre en toute humilité. Elle nous raconte également comment elle s'organise aujourd'hui pour continuer de pratiquer du sport malgré un agenda particulièrement chargé. Tout au long de cet épisode, Camille nous invite à déculpabiliser, à être indulgents avec nous-mêmes et à faire de notre mieux dans tout ce que l'on souhaite entreprendre, que ce soit se mettre au sport, agir pour l'environnement ou bien se lancer dans la création d'entreprises. Et que le plus important, c'est surtout de faire les choses avec envie. Je vous laisse donc avec ce premier épisode et je vous souhaite une très bonne écoute. Donc bonjour Camille, je suis ravie que tu sois ma première invitée dans ce podcast, qui j'espère aura de nombreux autres invités. En attendant, c'est toi la première et j'en suis vraiment ravie. Peut-être avant de m'adresser à la Camille d'aujourd'hui, celle que j'ai en face de moi, j'aimerais m'adresser à la petite Camille, celle qui avait une dizaine d'années, qui était à l'école, et j'aimerais lui demander si elle aimait les cours de PS. Non, pas du tout. Vraiment... Je pense que vraiment tout ce qui était en plus, en fait en EPS, le problème c'était qu'il y avait que des sports co quasiment, et du coup c'était en fait l'école en général pour moi n'a pas été forcément ultra facile parce que j'étais toujours la petite intello et donc j'étais pas très intégrée dans les trucs de sport co. Après j'ai fait pas mal de sport et j'ai toujours fait du sport à côté de l'école dès la primaire. Mais pendant vraiment ce qui était cours, alors quand il y avait de la danse, etc., enfin c'était une catastrophe totale tout le temps. J'essayais de faire, ça me dérangeait pas du tout de faire du sport par contre, mais quand on est un peu mis à part en règle générale par les autres élèves, le sport ça ressort encore un peu plus. C'est, je suppose, un peu le syndrome du dernier qui est pris dans l'équipe, l'équipe de hand. C'était ça, ouais, voilà. Ouais, peut-être en basket, on me prenait un peu parce que j'étais grande. Ouais. Voilà. Mais mais je pense qu'ils sont vite aperçus que moi et les ballons, c'était pas trop ça. Donc, du coup, voilà, j'étais toujours la dernière choisie. Ou dans les dernières, du moins. Mais par contre, tu disais que dans tes loisirs, tu aimais le sport et tu en pratiquais? Ouais, j'ai pratiqué. Alors, j'ai eu plusieurs essais quand même d'abord. On va dire que j'ai commencé par la danse, un peu comme la plupart des petites filles. J'ai des souvenirs... voilà. Pas fou? Non, pas fou. Perdre ta jupe de costume sur scène. C'est dire ça. Voilà. Après, c'était pas mon truc du tout. J'ai vite arrêté. J'ai fait du basket parce que bon, j'étais grande. On me disait, me fait le basket et tout ça. Et j'ai pas continué très longtemps. Et après, en fait, est arrivé le collège. Et là, j'ai commencé à faire de l'athlétisme avec l'équipe du collège parce qu'on m'avait repéré en cours de PS en courant. Et je faisais du VTT. D'accord. Et d'athlétisme, est-ce que t'aimais ça? Du coup, si t'aimais pas les cours de PS? Ouais, ça j'aimais beaucoup courir, c'était super cool. J'aimais beaucoup les petits cross qu'on faisait entre collèges et j'étais pas forcément la plus forte, mais je me défendais pas trop mal et surtout j'étais bien en fait, j'aimais bien faire ça quoi et c'est vite devenu j'étais contente d'être dans l'espèce de petite équipe d'athlètes du collège et d'aller faire les compétitions avec eux parce que c'était un sport c'était différent de tous les autres sports co dans le sens où on se motive ensemble
mais chacun fait son truc. Ouais, c'est chacun sa performance, chacun son expérience. Et dans l'athlétisme, il y a différentes disciplines. Il y a la course, mais il y a pas que ça. Il y a le saut en hauteur, en longueur, et je sais pas si tu faisais d'autres. Ouais, bah en fait, moi généralement j'étais sur le demi-fond. C'est combien le demi-fond Alors quand on est petit, je sais pas combien c'est, mais ça doit être peut-être 1500 mètres. Un truc comme ça, mais c'est vraiment, enfin c'est des distances du coup junior, donc c'est pas la même chose. Et mais c'est pas du 100 mètres en tout cas. Non, c'est pas du 100 mètres, c'était pas des sprints, c'était vraiment quelque chose où on demandait un peu de gestion de course, de pas partir trop vite et d'accélérer sur la fin. Et je faisais ça, et le saut de haie, parce que j'étais assez grande pour que les haies par rapport à mon âge soient assez petites. Et en 3e, les haies ont commencé à monter un peu trop haut, et bizarrement là j'ai fait tomber toutes les haies. Mais quand j'étais en 6e, 5e, c'était marrant parce que j'étais beaucoup plus grande que tout le monde, et du coup en fait les haies pour moi étaient minuscules. Donc voilà. Ouais, donc c'était ton sport. Ouais, ton c'était sport facile quoi. On me dit Camille, vas-y, toi au moins tu passes par-dessus les haies sans entraînement, pas de souci. Ça passe. Voilà, ça passe. T'en as fait combien de temps? Bah j'en ai fait pendant toute la durée du collège en fait. Et au lycée, t'as continué, t'as arrêté? Alors au lycée, j'ai arrêté parce qu'en fait à la fin du collège, j'ai commencé la boxe française. D'accord, encore autre chose. Encore autre chose. Et en fait, j'aimais beaucoup ce sport. J'ai tanné ma mère pendant un moment pour en faire. Elle voulait pas que j'en fasse. Et finalement, elle a bien voulu que je fasse de la boxe française parce que elle connaissait le coach. Mais ouais, du coup, j'ai fait 4 ou 5 ans de boxe française après. Et t'as arrêté aujourd'hui? Il me semble que t'en fais plus. Non, ouais, j'ai arrêté parce qu'en fait, quand je suis arrivée en fac, je travaillais énormément pour me payer mes études. Du coup, en termes de timing, en termes de timing, c'était pas possible parce que la boxe française demandait un gros investissement. Ça demandait un investissement aussi physique, dans le sens où il fallait rester au poids. Il y a une condition de poids aussi, et dans la compétition qui compte énormément en boxe française. Et c'était trop difficile. Pour en fonction des personnes que tu vas affronter, c'est ça. Voilà, mais en fait, si t'es pas au poids, t'es disqualifié avant même d'entrer en compétition. Oui, donc en fait, vu que tu rentres dans une catégorie en début de saison, si à la fin de saison tu n'es plus dans ce poids-là, et moi j'étais ado à l'époque, hein, donc c'est le poids varie beaucoup. Clairement j'ai fait des régimes très drastiques pour re-rentrer dans ma catégorie, quoi. Je trouvais que c'était c'est une discipline du coup du corps qui est un peu trop qui correspondait pas en tout cas au moment où non, c'était pas possible, quoi. Et puis j'avais plus le temps, je commençais tôt les cours, je finissais tard le travail, dans la même journée j'enchaînais cours et travail, et j'avais pas le temps forcément d'aller m'entraîner tout le temps à la boxe, donc j'ai préféré arrêter. Et c'est là où je me suis remise à la course à pied. Ah. Enfin, j'avais pas vraiment arrêté pendant que je faisais de la boxe, j'allais courir encore un petit peu de temps en temps. Mais c'est vraiment, je me suis vraiment remise à la course à pied plus sérieusement, on va dire, quand j'ai repris la fac, parce que c'était le seul sport que je pouvais aller faire le matin très tôt avant d'aller en cours. C'est intéressant, c'est le côté, souvent la course à pied, on dit que c'est le sport pratique quand on veut débuter, parce qu'il suffit. Alors, c'est ce qu'on dit souvent, qu'il suffit juste d'une bonne paire de baskets, une bonne paire, je pense que c'est super important, sinon on peut vite se dégoûter. C'est la précision. Ouais, mais c'est le sport le plus pratique parce qu'on peut le faire à n'importe quel moment. Mais encore faut-il aimer ça. Toi, t'as aimé ça tout de suite ou Bah, vu que j'avais déjà fait de l'athlé, en fait, quand je faisais de l'athlé, du coup, tous les week-ends, souvent, enfin, quasiment tous les week-ends, en tout cas, j'allais courir le samedi matin avec mon père aussi, en plus. Et, je sais pas, je me suis jamais posé la question de est-ce que j'aime courir ou pas. Juste quand je le fais, c'est naturel, en fait. Ça a toujours été naturel quand j'allais courir, quoi. Et pour toi, ça a toujours fait partie de ta vie? Bah, ouais, ça m'a... j'ai commencé assez jeune aussi, du coup, enfin, j'avais 12 ans en 6e. J'avais 12 ans quand j'ai commencé à vraiment le pratiquer en tant que sport. Et parce que bon, quand on est gamin, on court toujours à droite à gauche et puis voilà, quoi. Mais j'ai vraiment commencé à le pratiquer en tant que sport. Et j'étais bien, en fait, dans ce sport, et je me suis jamais posé la question de est-ce que j'aime ou est-ce que j'aime pas. Juste, j'allais courir, et pour moi, c'est naturel d'aller courir, quoi. C'est un sport qui m'est facile. Qui fait partie de ta vie. Ouais, qui fait partie de moi, en fait. Enfin, je sais pas comment l'expliquer, c'est juste que... Il y a peut-être quelque chose qui pourrait expliquer. Tu parlais de ton père. Ouais. Est-ce que le fait d'avoir un papa sportif qui courait, tu penses que ça a joué un rôle ou pas du tout, hein? Je pense que oui, ça a joué un rôle. Enfin, de toute manière, mon père a toujours été présent dans tous les événements sportifs que j'ai pu faire. Et en même temps, ça a toujours été... on a tous les trois d'ailleurs, parce enfin, j'ai un grand frère et une petite sœur. On a tous les trois toujours été inscrits dans des trucs de sport, en fait. Mon frère en a fait, ma sœur en a fait, et puis moi j'aimais bien ça.
sans être encore une fois, hein, sans être forcément ultra forte dans ce que je faisais, mais j'étais bien. Ça faisait partie de ton. Ouais, ton voilà, rythme j'étais de bien, vie. c'était mon équilibre, quoi. Enfin, le sport et tout ça, c'était. T'as commencé, tu courais entre guillemets simplement le week-end, et petit à petit, tu t'es dit, je vais peut-être prendre un dossard et 2, 3. En fait, quand j'ai recommencé à courir à la fac, plus sérieusement, donc c'est très vite devenu dans un objectif de perte de poids. En fait, moi, du coup, au départ, c'était vraiment pour me défouler, et puis il y a eu des choses qui ont fait que je voulais perdre du poids, et du coup, j'allais courir très souvent. Je pense que j'allais courir pas tous les matins, mais presque, et je faisais toujours le même parcours de 5-6 kilomètres à peu près autour de chez moi. Et je pense qu'il y avait un peu lié mon ex-petit copain de l'époque, hein, qui avait un idéal féminin auquel je voulais correspondre. Un standard. Voilà, un standard qui ne devrait pas y avoir de standard, mais bon. On est d'accord. Voilà. Et le fait aussi que après la boxe française, je faisais énormément de sport. Du coup, quand j'étais à la boxe, je mangeais absolument tout ce que je voulais. Je voyais pas de. Ton corps ne bougeait pas. Ouais, pas spécialement. Enfin, si je grossissais toujours un petit peu parce que vu que je devais me remettre au poids à chaque fin de saison, c'est bien que je prenais quelques kilos. Mais c'était facile. Et là, en fait, du coup, j'étais à la fac et je travaillais, j'étais beaucoup plus statique peut-être aussi. Et du coup, j'ai repris un peu de poids. Et c'est vrai que du coup, j'étais pas forcément à l'aise avec ça. Et la motivation à l'époque, c'était vraiment ce côté perte de poids, essayer c'était un outil. Oui, il y avait ça, mais quand même aussi avec les journées, j'avais des journées très très chargées. J'ai pas eu la vie d'étudiante folie où on se la glande et tout ça. J'étais vraiment, je travaillais énormément à côté de mes études, et du coup c'était le moment où le matin avant tout, avant le chaos de la journée, en gros, c'était mon moment à moi. Sas, ok, d'accord. Donc il y avait déjà une idée de bien-être quand même. Un peu inconsciente, mais qui était là quand même. C'était le sas de décompression avant la folle journée, quoi. C'est ça. Est-ce qu'il y a un moment où il y a eu un déclic et une transition, enfin les dossards par exemple, c'est vrai que... Alors, en fait, je pense que pour moi c'est une histoire peut-être qui est un peu moins commune, dans le sens où après, quand ça s'est fini avec cet homme, ce monsieur, voilà. Dans les 6 mois qui ont suivi, j'ai appris une mauvaise nouvelle. D'abord, il y a eu, comment dire, la mauvaise nouvelle est arrivée parce que j'ai eu un petit accident de voiture, j'ai eu une entorse des cervicales, et en fait, du coup, j'étais privée un peu de course à pied, et pendant un temps j'essayais vraiment, je me fixais comme objectif de retourner courir, mais j'avais tout le temps extrêmement mal au cervical, et je sais pas, je me souviens extrêmement de cette période en me disant j'arrive plus à courir, et ça me frustrait énormément. Et c'était pas du tout pour du poids, parce que j'étais libérée de tout ça, j'étais libérée de cet homme néfaste. Et donc du coup, j'étais vraiment j'avais besoin d'aller courir, c'était mon plaisir d'aller courir. Et d'ailleurs, petit à petit, j'avais commencé à courir de plus en plus, à essayer d'allonger les kilomètres un peu le week-end de temps en temps, etc. Et du coup, en fait, là, on m'a enlevé ça à cause de cet accident de voiture qui m'avait fait une entorse des cervicales assez importante. Et j'ai fait des examens suite à cette entorse. Et là, j'ai appris en fait une très mauvaise nouvelle, qui a un peu remis tout en cause aussi au niveau de la perception de mon corps. En fait, je pense qu'il n'y a pas de bonne manière de le dire. J'ai eu un cancer de la thyroïde. Et du coup... ça chamboule, hein, clairement, il y a pas d'autre mot, je pense. Et en fait, du coup, j'avais l'impression qu'on me privait de la possibilité d'utiliser mon corps. J'avais ces mots de dire que en gros mon corps avait fait fausse route, en fait. C'est comme si je contrôlais plus rien, et que du coup il était parti. Il t'avait échappé. Ouais, voilà, il m'avait échappé, l'essieu avait foiré, ça avait continué à rouler plus loin, et puis moi j'étais là à essayer de le rattraper, quoi. Et du coup, en fait, t'avais quel âge? 21 ans. D'accord, voilà. Très jeune. Très jeune, ouais. Et du coup, en fait, après que tout ça soit un peu passé, déjà, j'ai essayé de continuer à courir,
dans ma tête c'est un peu flou à ce niveau-là parce que c'est vrai que c'est pas des souvenirs très agréables, donc forcément on n'en garde pas forcément des souvenirs précis. Et du coup en fait c'était vraiment, j'avais vraiment cette impression d'essayer de lutter contre mon corps pour arriver enfin à recourir. Et j'avais vraiment ce besoin et de me dire je vais arriver à recourir. Et c'était un peu ta façon de te dire je reprends en prise sur mon corps en fait. Ça. C'était ton combat un peu contre la maladie, de te dire c'est ça. Une fois que j'arriverai à recourir. Oui. Mais après j'ai été très vite soignée et très bien soignée, c'est un cancer qui soigne très bien, donc c'est génial, c'est très bien. Mais n'empêche que en fait dans les effets qu'il y a quand t'enlèves ton organe de la thyroïde, c'est que t'es beaucoup plus fatigué, tu prends du poids, t'as le souffle plus court. En fait, c'est comme si t'étais toi, mais avec 10 ans de plus et sans aucune activité sportive depuis 10 ans, quoi. Ouais. Et donc c'est comme se prendre un gros coup de massue dans le corps, quoi. Et surtout qu'on a toujours été sportive. Ouais, voilà. Donc c'était frustrant. J'avais vraiment cette frustration là. Et en fait, j'ai essayé pendant un moment de recourir, etc. Quand je suis partie vivre quelques mois au Québec, je me souviens que j'allais courir et c'était toujours par plaisir. Et en fait, je suis retombée il y a pas très longtemps sur mes fichiers où j'enregistrais et je me mettais dans un Excel. Aujourd'hui, j'ai couru. Alors voilà, j'ai fait ce parcours-là et ça fait donc à peu près 3 kilomètres parce que j'ai calculé ça sur Google après. Ah, c'est l'ancêtre des applications Nike Running. Voilà. Strava. Mais moi, je me faisais ça. J'avais pas de smartphone quand j'étais au Québec et donc j'avais pas trop de connexion non plus Wi-Fi. Là-bas, ça coûte hyper cher d'avoir de la donnée. Donc du coup, j'avais un forfait plus que de base et j'allais courir comme ça sans téléphone dans la neige et je faisais je sais pas 3-4 kilomètres, même pas je crois des fois, et juste j'allais courir et je kiffais mon moment et j'étais contente et je reprenais petit à petit, mais bon c'est sûr il y avait la neige et tout, mais je dépassais pas les 5 kilomètres en vrai à ce moment-là. C'était vraiment dur quoi. Ouais, c'était vraiment compliqué mais je prenais du plaisir et j'essayais petit à petit de reprendre du plaisir. Et de suite après le Québec, en fait, je suis rentrée donc en France juste pour l'été. Et je suis repartie vivre pour la première fois à Paris. Et là, pareil, c'était la seule activité que je pouvais faire, voilà, parce que j'étais en cours, j'étais en alternance et comment dire, j'avais un planning qui était génial. Ouais, j'avais un plan et surtout j'avais pas non plus énormément de moyens pour me payer une salle de sport et donc je me suis dit je ramène ma vieille paire de baskets et j'irai courir. J'habitais pas loin du Canal Saint-Martin à Paris, c'est un endroit très cool pour aller courir et donc j'allais courir un petit peu, etc. Et puis j'y prenais de plus en plus goût. Je crois que c'est à ce moment-là aussi j'ai commencé à fréquenter un peu les Adidas Runners, etc. à courir en groupe et tout et c'était vraiment cool. Et oui, non, c'est à ce moment-là, c'est vraiment ça, parce que je voyais des gens, justement, prendre des dossards et tout. Je pense qu'avant ça, j'ai dû prendre 1 ou 2 dossards. Je me souviens d'une course Paris-Centre, mais c'était même plus tard, je crois. Je crois que j'ai fait une course à Nice un peu un jour avant, enfin une fois avant tout ça, quoi. J'étais pas du tout dans le fait de faire de la course en compétition. Pour moi aller courir, c'était juste aller courir. Ta santé aussi, ton bien-être. Ouais, c'était juste aller courir. Je pensais, enfin dans mon esprit, faire une course officielle, c'était même pas présent dans mon esprit en fait. Tout simplement, c'était juste j'allais courir. Il y avait peut-être pas aussi les réseaux sociaux. Aujourd'hui, on voit beaucoup les courses, les dossards, etc. C'est vrai que ça y joue, je pense. Et moi, c'est en rencontrant, je pense, les gens des Adidas Runners que ça m'a fait ça. Et Adidas Runners, c'est des groupes dans Paris. Ouais, qui courent, qui se réunissent pour courir ensemble. Après, il y a des histoires de battle entre quartiers, etc. C'est un peu compliqué, mais en gros, on va retenir juste l'idée principale qui, pour moi, ce qui est important, c'était de se retrouver tous ensemble pour aller courir et faire un parcours tous ensemble par groupe de niveau, avec quasiment tous les niveaux acceptés et des distances accessibles. C'était vraiment pour courir avec plaisir, quoi, ensemble. Et Dossard, du coup. Et Dossard, je crois que j'ai fait 10 km de Paris-Centre. Et après, il y a eu un jour où j'ai appelé mon père et je lui ai dit « Papa, est-ce qu'on fait un marathon ?» Ah oui, donc tu passes du 10 km et c'est bon, t'as pris goût à la médaille à l'arrivée. Voilà, mais en fait j'allongeais toute seule de mon côté déjà les distances de plus en plus et j'ai toujours été comme ça. En fait, je voyais pas plus que ça l'intérêt d'un 10 km parce que c'était une distance que je pouvais aller courir toute seule. Oui. Et un marathon, c'était un défi.
en fait. C'était un vrai défi, et pour moi, j'ai un oncle qui court énormément aussi, qui a toujours fait des courses, mon père qui a fait des courses quand il était plus jeune, et j'ai toujours entendu parler du marathon comme d'un, voilà, c'est un vrai défi, c'est quelque chose qui te surpasse, qui te fait te dépasser, enfin c'est vraiment, voilà, il y a une espèce de... Oui, il y a tout un culte, un mythe autour du marathon. Voilà, puis c'est vrai, c'est un culte, c'est ça. Et du coup, c'était vraiment la distance qui, en fait, inconsciemment, un peu secrètement, même m'avait toujours fait rêver. J'ai toujours rêvé de faire de la distance, j'ai toujours admiré les ultra-trailers qui faisaient de la course en montagne, et ça, je me dis, ouais, c'est dingue, c'est fou, jamais j'arriverai à faire ça. Et en fait, ce jour-là, je sais pas, j'étais avec un ami à moi, et je me suis dit, putain, j'ai envie de faire un marathon. Et je l'ai regardé, j'ai dit, attends, j'appelle mon père, s'il est d'accord, enfin, je fais un marathon avec lui. Et j'ai dit, donc j'ai appelé mon père, j'ai dit, papa, on fait un marathon. Et il m'a dit, ok. Il en avait déjà fait, lui? Oui, il en avait déjà fait, mais ça faisait longtemps. D'accord. Donc c'était aussi pour lui un petit défi. Ouais, c'était pour lui, c'était clairement un défi aussi. Et je lui ai dit, ok, et enfin, il m'a dit ok plutôt, et du coup, le pari était lancé, et c'était vraiment, on s'est dit qu'on allait faire le marathon de Nice, forcément, parce que je viens de Nice, et que mes parents habitent à Nice encore. Et du coup, en fait, ouais, on a fait ce marathon-là, mais je crois que on a prévu ça, je sais pas, je dirais 5-6 mois avant. Donc j'ai commencé à allonger la distance vraiment bien avant. D'accord, du coup, j'ai eu le temps, progressif. voilà, j'ai eu le temps d'apprendre à courir de plus en plus, en fait, tout simplement, et toute seule, en fait, par contre aussi de mon côté. J'ai pas fait d'autres courses jusqu'au marathon. D'accord, parce que oui, effectivement, le risque du marathon, c'est ça aussi, c'est de se dire, ça fait rêver, il y a un côté mythe, mais ça s'improvise pas non plus. Non, ça s'improvise pas non plus, et pour moi, enfin, c'était clairement, par contre, même si je passais de peut-être 1 ou 2 courses 10 km comme ça au marathon, c'était vraiment... Je voulais te donner les moyens de le faire bien. Voilà, me donner les moyens de le faire correctement, et y aller à mon rythme, et y aller de manière progressive, et parce que de toute manière, je pense que mon père l'aurait pas accepté si c'était pour dans 2 mois non plus, et parce il a toujours été de très bons conseils, il m'a toujours poussé à écouter mon corps, etc. Donc voilà. Et du coup, j'ai pris le temps de préparer le marathon. Voilà. Et alors ce marathon? Déjà la préparation a été difficile au final, un petit peu, parce que il s'est avéré que j'avais un petit problème de bassin qui m'a donné des petites douleurs musculaires, et qui étaient pas très bien comprises. Donc c'était un peu compliqué, j'ai dû faire pas mal d'ostéo et tout ça. Donc j'ai revu à la baisse mes objectifs, même si j'avais pas vraiment d'objectif autre que finir, mais c'est juste pour te donner un tempo, et c'est ça, une allure pour te lancer, et après advienne que pourra, après le 30e kilomètre, quoi. Ouais, même pas forcément 30e, mais c'est juste advienne que pourra à partir du moment où t'en peux plus, et puis c'est tout. Mais de toute manière, ce marathon, j'étais déterminée à le faire, et j'étais déterminée à le finir, même s'il fallait que je le finisse sur les dents, vraiment, parce que c'était clairement, en fait, très significatif, ce premier marathon, c'était ma revanche sur mon corps. Dire ok, tu t'es barré en couille, mais maintenant c'est moi qui reprends le contrôle. C'était vraiment dire voilà, c'est moi qui ai le pouvoir sur mon corps, et j'ai le droit de faire ce que j'ai envie de faire. Et ça a été compliqué, j'ai eu mal, j'ai fini le marathon, les 4 derniers kilomètres ont été une souffrance terrible. Je poussais des cris qui faisaient se retourner les gens, parce que j'avais très très mal à la hanche. En fait, mes muscles de la hanche du côté gauche à l'époque du moins se raidissaient très facilement, et en fait du coup j'avais la hanche totalement raide, et j'ai fini limite en marchant, quoi. Mais il n'empêche que c'était une émotion folle, en fait, et puis surtout de le faire de faire cette course avec mon papa, quoi. Il y a eu 2 kilomètres, je crois, qu'on a fait séparés. C'était les 2 pires kilomètres. Donc vous avez couru quasiment toute la course ensemble. On a couru ensemble quasiment tout le long. C'était quasiment les 2 pires kilomètres, et en fait quand il m'a dit moi j'ai besoin de m'arrêter, et il savait très bien que moi si je m'arrêtais je repartais pas. Donc il m'a dit va devant, et puis on verra, je te rattraperai, et je lui ai dit mais... Et en fait dans ma tête c'était c'est horrible, j'ai pas mon père avec moi, je vais pas y arriver, j'ai besoin de mon papa, quoi. En gros c'était ça, c'était vraiment ça. Et en fait quand il m'a rattrapée après
c'était toujours aussi dur, mais t'es pas toute seule. Ouais, voilà, j'étais pas toute seule et je savais qu'on allait finir ce marathon à deux, quoi qu'il advienne, on allait le finir, quoi. Et on l'a fini ensemble et c'était le passage de la ligne d'arrivée a dû être fort en émotion. Oui. Bah les photos le prouvent. Voilà, je pleure sans larmes parce que je pense que je n'avais plus de larmes à ce moment-là, mais du coup je grimace. Mais n'empêche que voilà, c'est le bonheur. Et puis je m'en souviens encore, ma mère qui était là et qui était au bord de l'émotion aussi et tout ça. Enfin voilà, c'était vraiment un très très beau. Ouais, c'était vraiment un très très beau moment. Et ouais, je pense que c'était important que ça soit partagé en famille parce que voilà, c'est une histoire qui touche tout le monde au final. Donc voilà quoi. Et donc t'as jamais arrêté depuis Et depuis, ben je pense que j'ai été contaminée par enfin j'étais en vrai, je savais déjà. Tu l'étais déjà, mais je l'étais déjà et je pense que j'aimais la longue distance avant même d'en faire. J'aimais profondément ça avant même d'en faire. Rien que le demi-fond, hein, c'était une petite longue distance à l'époque. Ouais, c'était une petite longue distance. Et je sais pas, en fait, je pense qu'on m'a toujours un peu peut-être aussi conditionnée dans le sens où j'entendais toujours mes profs de PS qui s'occupaient de nous à l'athlé dire que ben moi j'étais bonne en endurance. Que voilà, c'était mon truc. Le fait qu'on te l'ait dit, tu penses que ça a joué aussi? Je pense que ça a peut-être un peu joué aussi, ouais. Et c'est fort possible. Et peut-être qu'aussi parce que tout simplement, même si on doit rentrer dans les critères physiques, j'ai jamais eu franchement le critère d'une sprinteuse, enfin le physique plutôt d'une sprinteuse. Et du coup, j'étais plus adaptée, même physiquement parlant. Je pense même si on doit parler de morphologie adaptée, j'étais plus adaptée à de l'endurance. Et c'est toujours ce qui m'a plu au final aussi parce que c'est plus confortable dans un sens. Et moi ça me dérange pas du tout de courir des heures en fait, voilà. T'aimes ça? Donc ouais, après... j'aime ça. C'est sûr que si c'est dans un coin où c'est moche et c'est chiant et faire 10 tours de pâté de maison pendant des heures, j'aimerais moins ça forcément, voilà, mais voilà, s'il faut courir longtemps, au final c'est vraiment pas un truc qui me dérange quoi. Et donc là, t'as fait 10 km, marathon. Il me semble que tu pratiques aussi le trail. Oui. Comment tu t'y es mise? Bah, en fait, toujours un peu mon père, du coup, et on est habité à Nice. La nature est vraiment proche. Voilà. Et du coup, mon père en faisait pas mal parce qu'il aimait bien l'ambiance des courses, un peu local, des petites courses, etc. Et du coup, il y a des très bons ravitaux, généralement. Ouais, des très bons ravitaux, saucissons et tout ça. J'en mange pas, mais bon, c'est l'ambiance, quoi. Ouais, c'est ça, c'est l'ambiance. Et franchement, en fait, du coup, j'en entendais parler via son biais. Je découvrais ça un petit peu petit à petit aussi avec les gens que je fréquentais qui faisaient de la course à pied. Et c'était vraiment un esprit dans lequel je me retrouvais. Et puis, au final, j'ai toujours été jeune, en tout cas en nature. Tous les week-ends on partait faire une rando, on allait dans un coin nature, etc. quand j'étais jeune, donc pareil, c'était quelque chose d'assez qui me semblait assez naturel, mais par contre extrêmement difficile, vraiment vraiment très difficile. Quand j'ai essayé de faire des petites bosses, j'étais au bout de ma vie, mais ça s'apprend. J'ai fait un premier trail officiel de 25 km à peu près, je crois 24 exactement, et 1500 D+, quelque chose comme ça, genre un très bon niveau. Voilà, bah ça c'était mon premier officiel. D'accord. En décembre et en janvier, je crois, j'ai une amie qui m'a chauffée pour faire la Sainte Victoire avec elle sur 60 km. J'ai dit OK, on y va. D'accord. Voilà. Tu étais dans la pleine possession de tes moyens à ce moment-là ou... Oui, totalement. Après, je me suis dit, en fait, ça fait peut-être beaucoup. Et du 60 km, mais je suppose qu'il y a du dénivelé... 3000. Voilà, bon, bah, il faut rajouter un certain nombre de kilomètres, je sais plus quel est le calcul, mais... Normalement, je crois qu'on dit qu'un kilomètre, 100 mètres de dénivelé positif équivaut à un kilomètre supplémentaire. Voilà, c'est quelque chose comme ça. Voilà, à peu près. Je vous laisse faire le calcul. Ouais. Et du coup, ouais, je me suis lancée sur ça et je me suis préparée pour cette course. Voilà, l'année dernière. Donc course, route, trail. En course officielle, j'ai fait plus de trail cette dernière année et c'est ce que j'aime le plus. Pourquoi? Pour la nature. Ouais, ça n'a rien à voir, on n'est pas du tout sur les paysages et tout ça. C'est autre chose. Et puis c'est une gestion de l'effort aussi. Ouais, l'effort est différent aussi. Ouais. Et qu'est-ce que t'aimes dans l'effort du trail?
dépassement de soi. En fait, clairement, tu vas au-delà de ta zone de confort. Ta zone de confort, tu l'oublies. Juste, tu l'oublies. T'y vas, t'as mal, mais tu continues. Et en fait, je pense que t'es tellement dans un cadre de rêve que t'es tellement absorbé par la nature qu'il y a autour de toi que t'oublies même ton effort, en fait. Ouais, et je trouve ça magnifique, en fait, le fait d'être tellement en osmose avec ce qui t'entoure que t'en oublies que t'es en train de faire un effort assez dingue. Voilà. Ok. Alors il y a la course, donc la course sur route, trail, qui sont déjà 2 disciplines un peu différentes, mais tu ne pratiques pas que ça. Il me semble que tu as fait plus récemment du yoga. Ouais. Alors pour le yoga, en fait, ça, je pense que c'est depuis le lycée que je m'y intéresse. Et à l'époque, je téléchargeais des vidéos en anglais sur mon ordinateur que j'essayais de reproduire dans ma chambre. D'accord. Voilà. Et ça a toujours été un truc qui m'a toujours intéressée un peu de loin parce que je voyais pas comment le pratiquer vraiment, en fait. C'était pour des nanas ultra souples et tout ça. Enfin, j'avais vraiment cette image-là. Mais c'était tout un lifestyle, etc. autour du yoga qui m'a toujours énormément plu. Même si encore une fois, je me sentais pas vraiment légitime pour me dire que je fais du yoga. Et puis à Nice, il y avait pas non plus beaucoup de cours de yoga, etc. Donc voilà. Et je pense que je m'y suis remise en arrivant sur Paris il y a 4 ans à peu près aussi. C'est là où je me suis un peu plus remise au yoga, sans non plus me considérer comme une yogi. Puis il y a 2 ans, avec les marathons aussi, j'ai recommencé à en faire encore un peu plus. Et puis voilà, enfin c'est vraiment un truc qui s'est intégré petit à petit dans ma discipline de vie, quoi. D'accord, et tu parles du marathon, tu t'es remis à en faire, tu trouves que c'est 2 disciplines qui sont complémentaires ? Ouais, c'est vraiment 2 disciplines qui sont complémentaires. J'en faisais un petit peu de temps en temps, puis l'ostéopathe que je voyais à l'époque m'a vraiment conseillé de continuer, et voilà. Puis quand j'ai vu un kiné aussi plus tard, il me disait oui, le yoga c'est bien, puis faire en fait des mouvements plutôt comme ça, fait plutôt du travail sur les ouvertures de hanches et tout ça. Et en fait, tous les professionnels de sport que j'ai vus m'ont toujours, quand je leur dis que ouais, je faisais un peu de yoga, ils me disaient à chaque fois, continue dans cette voie, c'est vraiment bien, et c'est vraiment ce qui te conviendra et qui te permettra de t'étirer correctement et tout ça. Et ouais, je pense que c'est 2 pratiques qui sont complémentaires et qui sont complémentaires au-delà de l'effet, on va dire, stretching du yoga, parce que vraiment il y a un travail sur la respiration, il y a un travail sur le mental, il y a un travail de méditation qui est hyper important quand on fait de la longue distance. Parce que faut être bien avec soi-même quand même dans sa tête. On fait plus 60 km, oui. Ouais, voilà, quand on fait un effort de plus de 3-4 heures, à un moment, faut être vraiment bien avec soi-même pour se dire ok, gars, on y va, quoi. Oui, on tient le coup. Ouais, on tient le coup et t'es bien avec toi-même, tu peux te rassurer, tu peux te parler, tu peux laisser les pensées passer comme ça et ne pas focaliser sur des pensées négatives. Ouais. Voilà, il y a tout un travail comme ça sur la force du mental qui, je pense, s'apprend beaucoup avec la méditation, quoi. Et tu pratiques combien de fois par semaine ? Ça dépend un peu du temps que j'ai. Idéalement, j'aimerais faire 2 séances par semaine. Des fois, j'en fais pas du tout. Des fois, j'en fais 3. Et du coup, j'essaye de m'imposer dernièrement de faire au moins 15 minutes au réveil. Je suis sur une plateforme. C'est ça, ouais. Comment tu pratiques du coup ? Ouais, en fait, j'ai une plateforme de yoga qui s'appelle Yoga Connect et du coup ils ont plein de vidéos qui sont assez courtes. Ils ont une vidéo même qui est pour le matin dans son lit directement, c'est celle que je pratique le plus souvent du coup, et qui est vraiment sur se réveiller tout doucement, on va dire de manière un peu yogique, et qui est ouais, voilà, se réveiller tout doucement, respirer, réchauffer son corps, remettre de la mobilité dans son corps qui est resté raide pendant quelques heures, et un peu de méditation. Et ça dure, je sais pas, 15 minutes à peu près, je pense. Et en fait, il y a pas c'est très simple, mais ça me permet vraiment d'avoir cette sensation d'avoir quelqu'un qui me dit exactement ce que je dois faire. Ce sont des personnes qui sont profs de yoga, donc qui ont la diction, la parole et tout ça qui apaise et qui font ça met dans un bon état d'esprit, voilà, qui mettent dans l'état qu'il faut, quoi. Et je fais tout le temps des séances en fait avec Yoga Connect quasiment, et de temps en temps j'ai l'occasion d'aller dans des cours.
Bon donc 2 pratiques complémentaires. Aujourd'hui, t'es sur course à pied et... course à pied et yoga principalement. Ouais. Alors, à côté de ces pratiques sportives, tu as par ailleurs un blog qui s'appelle Camille Court en Vert. C'est ça. Qu'est-ce que ça signifie? En fait, au tout départ, j'avais choisi un pseudo qui était le premier nom de mon blog qui s'appelait Visit and Run à l'époque. Et puis j'ai décidé sous conseil de personnes avisées, de personnifier un petit peu plus tout ça pour qu'on me situe. Et donc forcément il y allait avoir mon prénom. Et j'ai vraiment des valeurs écologiques que j'ai envie de pouvoir défendre, mais de manière très simples et qui sont reliées à un mode de vie sportif, en fait, qui sont comme je le fais moi, qui sont pas parfaites, mais qui tendent vers quelque chose de plus écolo. Et pour moi, la couleur de l'écologie, c'est le vert. Oui, jusque-là, on est d'accord, je pense. Et du coup, vu que c'est quelque chose que j'ai essayé d'exprimer à travers le sport, et mon sport, c'est la course à pied, je cours en vert. C'est ça, le puzzle... Voilà, je cours en vert. Et en plus, on m'a dit plus tard aussi que le vert était la couleur de l'espoir. Tout à fait. Et donc, voilà. Je trouve que ça tout se relie. Tu parles de ta sensibilité écologique. Est-ce qu'elle a toujours fait partie de toi comme la course ou elle est plus récente? Alors, en fait, je pense que j'en ai toujours plus ou moins eu une, vu que mon papa d'origine est jardinier. Donc j'ai toujours été dans les plantes, dans la nature, comme je disais, aussi plus jeune. Donc ça a toujours été un truc naturel de respecter un minimum la nature. Voilà, ça a toujours été une règle de base. Enfin, je voyais pas comment est-ce qu'on pourrait faire autrement, jeter ce papier par terre. C'est un truc qui est même pas concevable. Par contre, après, en fait, en licence, j'ai fait des études en géographie, spécialité environnement. Je suis allée jusqu'au master 1 en climat, risque, environnement, santé. Et j'ai été vachement éveillée, en fait, à cette conscience écologique à partir de ce moment-là, parce que j'avais des cours de géographie physique, géographie humaine, on étudiait les comportements sociaux, etc. et l'impact de l'homme sur l'environnement, et notamment aussi l'écotoxicologie. Je pense que c'est un des cours qui m'a le plus marqué, c'est l'étude de la toxicité de l'homme sur l'environnement et sur l'homme lui-même, sur la santé aussi, sur sa santé. C'est passionnant. C'est vraiment peut-être un peu effrayant aussi. Complètement effrayant, mais en même temps très intéressant. Moi j'étais spécialisée plutôt environnement, avec de la recherche avec de l'analyse d'images satellites. Et je définissais l'occupation des sols. Il y a par exemple un des sujets de recherche que j'ai pu faire, c'était étudier le recul des glaciers en Alaska sur les 50 dernières années. Voilà, il n'y a pas photo, on le sait, hein, ça a beaucoup reculé. Voilà, et en fait du coup j'ai eu vraiment un éveil à tout ce qui touchait à l'environnement à partir de ce moment-là, enfin pendant mes études, et j'ai pu l'étudier en profondeur. Et je dirais pas que ça m'a touchée tout de suite, mais du moins c'était un travail de réflexion qui s'est fait du coup petit à petit, parce que forcément quand on a 20 ans, on pense pas forcément trop à l'avenir, mais j'ai rencontré ma meilleure amie en fait aussi à cette fac, et toutes les deux petit à petit on s'est posé de plus en plus de questions. On a commencé à se tourner vers par exemple des cosmétiques non testés sur les animaux. On se demandait comment pas forcément du bio, parce que il y a encore quelques années ça restait quand même assez cher quoi qu'on en dise, mais comment savoir pour manger mieux, les AMAP, le local, comment est-ce que tout ça pouvait se faire en fait, du coup. Et ça a été une réflexion, c'est une réflexion qui s'est faite vraiment sur le long terme et qui se fait toujours en fait aussi, parce que je pense qu'on a toujours des axes d'amélioration possibles, et que même dans tout ce qu'on fait on peut encore s'améliorer, et après il faut aussi être ne pas se juger trop vite et trop durement, parce que pas se mettre peut-être la barre trop haut, pas se mettre la barre trop haut et tout ça, et surtout chacun fait ce qu'il peut. Ouais, il peut y avoir un côté
peut-être culpabilisant parfois de se dire on aimerait être zéro déchet et puis oui voilà et c'est pour ça que je voulais pas non plus avoir un nom qui un site direct à l'écologie, et c'était juste une touche comme ça, montrer qu'en fait dans sa vie par touche on peut toujours donner une petite touche verte à tout ce qu'on fait, même quand on court. Oui. Le truc c'est vraiment d'essayer de faire au mieux, d'avoir conscience en fait de ce qui serait l'idéal et de l'adapter à ce qu'on peut faire nous, avec notre mode de vie, avec nos contraintes, avec ce qu'on pourrait faire. Par exemple, on dit oui, prenez pas la voiture, etc. Quelqu'un qui habite aujourd'hui en province, dans des zones qui peuvent être assez reculées, etc. S'il n'a pas de voiture, il n'a pas de vie en fait. Donc il faut pas se jeter la pierre, et surtout il faut vraiment se dire ok, moi avec ce que j'ai actuellement et l'idéal que serait une vie plus écologique, qu'est-ce que je peux faire? Comme on en parle de plus en plus, l'avantage c'est qu'effectivement il y a des blogs qui existent, dont tu fais partie. Il y a également des comptes Instagram qui se développent sur le sujet. Donc on a largement de quoi s'inspirer et tous pouvoir faire à notre niveau. De ces deux passions, en tout cas de ces deux sujets qui sont importants pour toi, le sport que tu pratiques depuis toute petite et ta sensibilité environnementale. Tu parlais de Camille Cour-en-Vert, de Visit and Run, et en fait tu as créé donc ce qu'on appelle aujourd'hui Parcourir Autrement. Oui. Est-ce que tu peux nous présenter le concept de Parcourir Autrement? Parcourir autrement, ce sont des runs culturels pour vous faire parcourir la ville autrement. Ça, c'était le petit jingle de pub. Mais voilà, en fait, ça a commencé parce que tout simplement, pour moi-même, comme je disais, quand j'étais étudiante, j'avais pas forcément de moyens. Je me payais pas de salle de sport, et au bout d'un moment, faire le canal Saint-Martin, j'en avais un peu marre. Et je me disais, j'aimerais bien découvrir un peu plus Paris. J'y connais rien et je suis toute seule. Ou du moins les potes que j'avais, le samedi matin ils étaient pas trop réveillés, et moi je suis plutôt une lève-tôt, donc du coup c'était mal barré pour moi. Je me suis dit je vais aller courir le samedi matin, mais plutôt que toujours faire le même endroit tous les samedis matins, ou presque, je vais me faire un nouvel endroit. Voilà. Et donc je regardais sur Google la distance entre chez moi et le parc Montsouris, entre chez moi et la Tour Eiffel, et je me lançais des petits défis d'aller à tel endroit puis de revenir ou autre. Et en fait voilà, petit à petit comme ça, j'ai découvert Paris en courant. En fait, c'est un truc que du coup, j'ai fait à Paris et que j'ai commencé à faire dans d'autres villes quand je partais en voyage et tout. Et du coup, je me suis dit faut que je parle de ça. Je sais pas pourquoi, j'avais envie, mais je me suis dit faut que je parle de ça. Et puis ça a très vite pris, et finalement c'est devenu une animation à part entière, une activité à part entière. Et voilà. T'as commencé en écrivant des parcours sur ton blog, c'est ça? Oui, j'ai commencé en écrivant des parcours sur mon blog. Et je disais aux gens, vous pouvez faire tel parcours, vous allez par là, puis là il y a ça, et ça c'est super intéressant parce que blablabla. Et voilà, et c'était tout à l'écrit, avec un vieux screenshot du parcours. Sur Google View sur Strava, s'il vous plaît, quand même. On avait des outils performants. Et voilà, en disant le parcours pour faire ce petit tour de Paris et visiter en même temps. Et en fait, à chaque fois, je partais à des endroits différents, et puis en fait, ça arrivait même un jour qu'on me demande ah oui, t'es parti en Croatie, je pars bientôt, t'as pas le parcours, tu l'as pas sorti encore, c'est quoi le parcours que tu vas nous conseiller et tout ça. Je me suis dit c'est ouf. Et en même temps, c'est arrivé aussi que un jour je parle du fait que je fasse ça, et on m'a proposé mais tu t'aimerais pas animer des parcours. Et en fait j'y pensais depuis un moment, et je me disais mais c'est débile, personne ne voudra jamais courir avec moi et tout ça dans Paris. Et on me l'a proposé, et j'ai dit ok. Si ça vient d'extérieur, ça justifie le fait. Ouais, voilà. Et là ça a commencé avec Comme Paris, et ça a duré. C'est quoi Comme Paris, juste? Comme Paris, c'est un restaurant, une chaîne de restaurants parisiens de bar à salade, etc., qui cherchait à développer un peu une image de marque de lifestyle healthy. Donc le sport en fait partie. Voilà. C'est comme ça que t'as commencé à animer des runs touristiques. Ouais, c'est ça. C'était il y a combien de temps, ça? C'était début 2018. D'accord, donc c'est récent. Ouais, ça a fait un an, peu plus d'1 an. Et donc, tu travaillais à côté à l'époque? Alors, en fait, fin 2017, j'ai quitté l'emploi dans lequel j'étais parce que je me rendais compte que c'était pas ce que je voulais. J'avais un très bon poste, j'avais coché toutes les cases en gros de ce qu'il faut après avoir fait un bac+5.
mais je m'ennuyais terriblement en fait. C'était vraiment ça en devenait angoissant en fait à quel point je m'ennuyais. Et du coup je me suis dit bon, je sais pas trop ce que je vais faire, je viens de lancer mon blog, j'aimerais bien que ça marche vraiment, mais j'étais bien bas quoi, enfin, et je me suis dit YOLO, vas-y, je me lance à mon compte. Bon, ça, une fois que j'ai quitté mon poste, ça m'a pris je pense 3-4 mois avant de créer mon statut, le temps que j'intègre que j'allais me lancer à mon compte et que j'allais essayer de créer un truc de moi-même. Ouais, parce que t'as pas toujours eu cette fibre-là. Non, oui et non, parce que j'ai toujours eu un côté créa qui avait besoin d'ailleurs après mes années en recherche et mes postes très Excel, etc. J'avais besoin de libérer ce côté créa que j'avais enfermé parce que ça correspondait à aucune étude que je pouvais faire. Du coup j'avais envie de créer quelque chose, vraiment pendant les heures où je m'ennuyais au travail. C'est horrible de dire ça. Pendant les heures où je m'ennuyais au travail, je mettais sur papier plein de projets que je rêvais de faire. Et j'ai choisi un peu le plus réalisable en fait. Celui qui me demandait le moins d'investissement au départ, à part du temps. Parce que du temps j'en avais, de l'argent peut-être un peu moins, ou du moins j'avais pas forcément envie de risquer de l'argent là-dedans, et donc du coup je me suis dit bon, on va essayer. C'est ça, voilà. Ça permettait ce projet-là de pas forcément investir, peut-être se baser de ton blog. Et je me suis dit bon, je vais avoir des droits au chômage avec tout ce que j'ai travaillé, je vais me lancer à mon compte, et puis je vais rentrer chez mes parents parce que j'avais des droits au chômage non plus qui étaient pas dingues. Je vais rentrer chez mes parents et puis on va essayer, et puis si ça marche pas, je retrouverai un poste et puis tant pis. Voilà. Donc t'avais quand même, parce que c'est vrai que les débuts, t'as droit au chômage, donc tu te lances quand même. Oui. C'est pas facile au début. Mais t'as effectivement peut-être ce confort familial, entre guillemets. Ah oui, clairement. Je pense que je me serais pas lancée sans avoir le soutien de ma famille, en fait. Ouais. J'aurais pas pu. Ouais. Je pense que ça aurait été trop stressant et qu'il aurait fallu que j'ai un projet un peu plus concret. Là, je me suis lancée sans avoir quelque chose de trop concret. C'était encore assez brouillon dans ma tête, et en même temps, je me disais il faut que je le fasse. Est-ce que t'as eu des moments peut-être où t'as eu envie de tout lâcher et de repartir faire un job alimentaire? Totalement. J'ai regardé je ne sais combien de fois les offres d'emploi en me disant bon, on va peut-être essayer de retrouver un truc dans l'environnement parce que ça te plaisait, au moins t'auras quelque chose, parce que là c'est pas possible, Camille. Puis même le fait de pas avoir, enfin, c'est difficile au début de pas avoir de bureau de cadre, etc., et de se cadrer tout seul, et j'avais l'impression de soit trop en faire, soit pas assez en faire, et enfin, de toute manière, créer quelque chose, je pense que c'est les montagnes russes sans arrêt, quoi. Donc, mais même quand c'était les montagnes russes, en fait, j'ai eu 2 très bons amis qui me disaient toujours, surtout un très bon ami, d'ailleurs, Steve, si tu passes par là, qui m'a toujours dit crois en toi, crois en ce que tu fais, réfléchis pas à des hauts débats, c'est normal, mais crois en ce que tu fais et ça arrivera. Et vraiment, en fait, je pense que sans ce soutien là de ma famille et de mes amis, j'aurais peut-être pas tenu aussi longtemps, en tout cas à essayer essayer d'y croire et tout ça, et de rester focus. Ouais, voilà. Je vais poser une question qui est forcément orientée, je pense, de par la question, mais je vais la poser quand même comme ça. Est-ce qu'il y a des valeurs dans le sport qui t'ont peut-être aidé dans ces moments-là? Est-ce que tu penses que, en tout cas, le sport t'a aidé dans cette période-là à ne pas lâcher, que ce soit dans l'équilibre que ça t'apportait ou dans les valeurs pour me défouler, clairement, déjà. Parce que des fois il y en a besoin. Rien de mieux que d'aller courir quand t'as reçu une mauvaise nouvelle et d'aller mettre la musique à fond et de courir comme une dératée, et tu reviens, t'es complètement claqué, mais tu te dis c'est bon, c'est fait, allez, ça va mieux, on verra demain, et tu vas juste dormir. Et puis voilà. Et manger et dormir d'abord. C'est important de manger. Et sinon je pense qu'il y a effectivement des choses comme la persévérance qui sont hyper importantes, en fait. La persévérance, encore une fois, quand tu fais de la longue distance, savoir se gérer et tenir un rythme sur le long terme,
Je pense que c'est des choses qu'on retrouve dans le sport. Ouais, l'entrepreneuriat, c'est de l'endurance, en fait. Ouais, c'est de l'endurance, clairement. Et c'est même du trail, ça monte, ça descend. Quand ça descend, voilà. C'est un peu inverse dans le sens où quand ça descend, généralement... Ouais, j'allais dire quand ça descend, on est plus joyeux parce que c'est facile, c'est trop bien, on sent pousser des ailes. Et quand ça monte, on fait ah là là, mon Dieu, c'est quoi cette montagne? Puis on n'a pas forcément la visibilité aussi, je pense. Voilà, si on veut pousser la métaphore. Ouais. Oui, non, mais c'est ça, totalement. Et en fait, du coup, ouais, ça apprend vraiment à en tout cas, ça inculque la persévérance, la discipline et tout ça. Et je pense que ce sont des valeurs qui sont aussi importantes dans le sport, dans la course à pied, dans la longue distance, que dans l'entrepreneuriat. Tu t'es lancée donc cette année, donc l'année dernière, donc c'était en 2018. Donc à l'époque, tu n'avais que je mets des gros guillemets que parcourir autrement, enfin ton projet en tout cas. Mais il me semble que depuis janvier ça a changé puisque tu étais dans le sud, tu es remontée sur Paris. Oui. Parce que tu as un job à côté. Ouais, maintenant je suis aussi responsable de la rubrique bien-être chez Les Éclaireuses, donc je suis journaliste, on va dire pour faire plus simple, dans un média, dans un journaliste web féminin. Mais je continue encore à parcourir et j'ai aussi d'autres missions en freelance à côté. Voilà, donc en gros, les week-ends sont pris, les soirées sont prises, d'autres projets à côté, et tu arrives toujours à faire du sport. En tout cas, tu fais en sorte d'en faire. Comment tu fais pour ne pas te laisser, on va dire, de pas tomber dans l'écueil du métro boulot dodo qu'on peut connaître à Paris? Alors en province, ça peut être voiture au boulot dodo. Comment tu fais? Je pense que déjà, il y a deux choses. J'ai une facilité. Oui, c'est une facilité dans un sens, c'est que je sais que j'ai jamais eu besoin de 8-10 heures de sommeil comme certaines personnes peuvent en avoir besoin, et elles ont besoin, il y a vraiment un souci à respecter ce besoin-là parce que sinon elles vont vers l'épuisement. Et j'ai toujours été une lève-tôt. Donc j'en profite, je me lève tôt et je vais courir avant mes journées. Souvent c'est ça, et après en fait c'est beaucoup d'organisation. C'est-à-dire l'organisation? C'est être une psychopathe de l'organisation, clairement. J'ai un agenda papier, un bullet journal, je retransfère tout sur un Google Agenda numérique. Je me fais des plages horaires pour savoir quand est-ce que je peux aller courir, quand est-ce que je vais travailler sur tel projet, où est-ce que j'ai des événements, etc. Pour le travail ou pour le blog, pour jongler au mieux entre tout ça. Mais je pense que aussi, en fait, il faut encore une fois faire avec ce qu'on peut faire, en fait. Moi, je sais que j'ai la capacité de me lever tôt, ça a toujours été comme ça, c'est pas une contrainte pour moi. Forcément, c'est pas facile tous les jours. Clairement, c'est pas facile tous les jours. Mais il y a une vraie volonté, en fait, derrière tout ça. Autant dans le sport que autant dans mes projets et dans le travail que je fais. J'aime énormément tout ce que je fais. Alors, certes, c'est pas forcément facile, c'est parfois même un peu épuisant, mentalement, physiquement, mais c'est vraiment j'ai envie, mais j'ai envie de faire tout ça, j'aime profondément tout ce que je fais, et donc j'ai la volonté de le faire, et donc je m'impose cette discipline, mais pas de manière sans contrainte. En fait, je m'impose une discipline, mais parce que j'en ai envie pour faire tout ça, quoi. En fait, tu t'organises pour pouvoir réussir à caler tout ce que tu aimes dans ton agenda. C'est ça. Et donc je suppose que le week-end, peut-être tu programmes ta semaine. Comment ça se passe? Ouais, tous les dimanches soirs, je programme ma semaine. Après, je pense qu'il faut quand même rester flexible, parce que sinon on tombe dans la psychose, on va stresser parce qu'on n'a pas fait ci ou pas fait ça. Alors forcément, si on rate un entraînement, ça fait un peu culpabiliser, et puis on avait envie de le faire, mais des fois il y a le travail ou des événements de la vie de tous les jours, je sais pas, ton vélo a crevé, tu te retrouves au beau milieu de Paris avec ton vélo comme ça sous la pluie, tu rentres, t'as pas envie de courir, ça se comprend. Ça se comprend. Pourtant le matin t'avais vraiment envie d'y aller, mais voilà, c'est pas grave, ça arrive. Tu peux te dire ah mince, c'est pester un coup, et puis après hop tu passes à autre chose, quoi. Faut vraiment encore une fois savoir être indulgent avec soi-même et se donner les possibilités pour, en s'organisant et en optimisant. Par exemple travailler dans le métro.
sais pas, ou te dire que tu vas aller faire un peu de vélo et que ça compensera le fait que t'as un peu moins couru, donc tu vas te déplacer en vélo, ou je sais pas, il y a plein de façons d'optimiser tout le temps sa vie, d'écouter des podcasts en courant. Non, mais je veux dire, voilà, il y a des choses qu'on aimerait faire, même pour notre propre culture ou pour notre propre plaisir, qu'on n'arrive pas forcément à faire aussi, parce que c'est important de garder du plaisir dans ce qu'on fait et de garder des moments off, des moments de relaxation. Et je pense que des fois, ça peut un peu se conjuguer et qu'au final, c'est là où on arrive à prendre vraiment du plaisir dans tout ce qu'on fait, même si on fait beaucoup de choses. Et parfois, c'est pas grave. Ouais. C'est pas grave de louper une séance. Non, c'est pas grave de louper une séance, c'est pas grave de faire 50 minutes au lieu de faire 1 heure. Et en fait, le truc, c'est de se dire, j'ai fait de mon mieux. Et j'ai fait de mon mieux, je me suis organisée je me suis donné l'opportunité d'y arriver. Ce jour-là, j'y suis pas arrivée, c'est pas grave, il y aura demain, il y aura après-demain. Et tout ne se joue pas à une journée. Donc si on a une journée merdique, c'est pas grave, il y aura demain. On va passer à une petite séquence qu'on va appeler les questions tac au tac, parce que j'ai pas trouvé mieux comme nom, et que c'est assez parlant. Je vais te poser quelques questions, je vais te demander de me répondre le plus rapidement possible. Alors c'est surtout la première chose qui te vient à l'esprit. Après tu peux expliquer, tu peux peut-être revenir si finalement tu changes d'avis, mais au moins jouer le jeu de la première chose qui te vient à l'esprit. Si je te demande ton meilleur souvenir sportif. L'arrivée du marathon de Lausanne, mon 2e marathon, c'était incroyable. Mon premier marathon était très fort, forcément en émotion, parce qu'il y avait une revanche, quelque chose comme ça. Mais ce marathon-là, je l'ai pas spécialement préparé. Et j'ai fait juste une sortie de 20 km avant. J'avais du fond, j'avais du foncier. Et j'ai fait juste une sortie de 20 km en me disant, ok, avec ma forme actuelle, à quelle allure je vais en faisant 20 km tranquille. Et puis j'ai rajouté un petit peu à l'allure pour me dire, je fais le double. Et du coup, je suis partie sur cette allure-là et je me forçais à regarder mon allure, à respecter, etc. Et en fait, j'ai rencontré quelqu'un sur la course, on a papoté pendant des heures, c'était cool. Et à la fin, elle était un peu en arrière et je l'ai laissée et j'ai continué comme ça. Et en fait, je me sentais tellement bien. J'étais subjuguée par le paysage déjà, je me sentais hyper bien, et puis à un moment j'ai rattrapé la meneuse d'allure de 4h30 et elle avait plus qu'un coureur avec elle, c'était l'hécatombe, vraiment. Et en fait j'ai vu la ligne d'arrivée, j'ai regardé ma montre, et peut-être que c'est pas un score impressionnant pour quelqu'un, j'en sais rien, mais moi j'ai vu que j'arrivais en dessous des 4h30, c'était un temps que que j'osais même pas imaginer faire en fait du tout, et en fait, j'ai regardé ma montre, je l'ai regardée, je me suis dit, mais on est arrivé. Et j'étais vraiment en train de pleurer, quoi. Il en reste pas 10 derrière. Ouais, voilà, je dis, mais on est arrivé, là, c'est la ligne d'arrivée, vraiment, là-bas et tout ça. C'est vraiment ça, hein. Et elle m'a dit oui, et j'ai été prise d'un élan. J'ai fini en accélérant, mais j'étais vraiment subjuguée par, j'étais à ta place. Ouais, j'étais à ma place, j'étais incroyablement bien. Et j'étais folle de joie vraiment, et j'en revenais pas de ce que j'avais réussi à faire. Alors tu t'y attendais pas du tout. Alors je m'y attendais pas, et en fait c'est parce que je me suis mis, je pense, en partie parce que je me suis mis aucune pression sur ce marathon, et du coup je l'ai vécu mais divinement bien. Vraiment c'était une longue balade. Que du cadeau quoi. Une longue balade hyper sympa. Trop bien. Voilà. Alors je t'ai posé la question du meilleur souvenir, je vais demander le pire. Semi de Paris. Lequel ? Je crois que c'était sous la pluie ou pas ? Oui, sous la pluie forcément. Évidemment. 2017, je l'ai fait avec mon père, donc c'est le semi que j'ai fait après mon premier marathon, donc je crois que le premier marathon est en 2016, fin 2016, du coup 2017 pour le semi de Paris. Et en fait on est parti, on a fait cette course tous les deux, et en fait on est rentré, on nous dit il faut arriver une demi-heure ou 3/4 d'heure avant dans le sas, et nous tout bêtement on y est arrivé, on a pris la pluie. Avant même de partir, j'avais les chaussures pleines d'eau, et en fait j'étais assez stressée à cette époque, je sais plus exactement pourquoi, mais j'étais assez stressée, et la veille j'ai pas trop réussi à manger, le matin j'ai pas trop réussi à manger. Et finalement, quand on était sur le départ de la course, j'étais de bonne humeur, j'étais bien, etc. Et donc j'ai commencé la course à l'allure
parfaite, etc. Et arrivé au 12-15e kilomètre, je pense que j'ai dû faire une hypoglycémie ou j'en sais rien, mais j'étais mal au possible. J'en pouvais plus. C'était horrible, j'étais hyper négative avec moi-même. Vraiment, je pense que j'étais horrible avec moi-même. Dans ma tête, je me suis insultée de tous les noms, je pense. Et j'ai fini cette course, mais je pense que c'est la seule course où quand mon père se retournait pour me dire ça va, je disais non avec la tête et j'étais blanche comme un linge, j'étais pas bien du tout. En plus j'avais froid, je commençais à vraiment être vraiment pas bien. Et quand je suis arrivée, j'arrivais même pas à m'enlever mes fringues mouillées. Ouais, c'était mon premier semi et voilà, pareil, on m'a aidé pour enlever les fringues. C'était affreux. Vraiment, c'est le pire souvenir parce que j'étais tellement déçue de moi-même. Je me suis tellement déçue et je me suis tellement déçue d'avoir été aussi négative en fait aussi avec moi-même après. T'as été déçue d'avoir été déçue de toi-même. Presque. Ouais, voilà, c'est un peu ça. Et je me suis dit mais t'es nulle quoi d'avoir fait ça, d'avoir réagi comme ça et enfin tu t'es pourri toi-même quoi en fait. Et du coup voilà quoi. Et puis j'avais pas bien géré l'alimentation et tout, donc c'était pas cool. Mais bon, après j'ai un autre mauvais souvenir quand même aussi. Quand j'ai commencé le 60 km l'an dernier sur la Sainte-Victoire, j'ai fait une très mauvaise chute au 32e kilomètre et je suis repartie je suis repartie après avoir vérifié que j'avais pas mal au genou en courant parce que je m'étais explosé le genou et en fait je me suis fait une entorse et j'ai couru 10 km avec mon entorse, que je savais pas que j'avais une entorse sur le moment, et j'ai dû abandonner la course. 42 km et 2500 de D+. Donc il restait rien entre guillemets. Et j'étais déçue. Je crois que j'ai jamais autant pleuré après une course. J'étais déçue. J'étais triste en fait. J'étais pas déçue de moi-même là pour le coup parce que je savais que j'avais tout donné, mais j'étais extrêmement triste de devoir abandonner cette course pour laquelle je m'étais autant entraînée. Donc voilà. Ça c'est un autre mauvais souvenir, mais dans un autre genre quoi. Ouais. Je pense que le pire reste le semi parce que vraiment c'était déjà dur et en plus tu t'étais toi-même infligé. Voilà, c'est ça. Et je pense que c'est le mauvais et qui m'a appris des choses en fait aussi. Mais voilà. Ouais, on en retire toujours des leçons. Ouais. Faut toujours en tout cas essayer d'en retirer des leçons, même si c'est pas toujours facile, mais ouais, c'est ça. Si je te demande de choisir entre course sur route et trail. Trail. Ça tu me l'avais dit tout à l'heure, c'est vrai. Si je te demande la chanson inavouable que tu écoutes en faisant du sport. Eat, Sleep, Rave, Repeat. Va falloir que tu m'envoies ça et que je le mette dans la description. C'est une espèce de musique de bourrin que je pense que les gens écoutent absolument que dans des rave parties, qui est mais d'une violence pour les oreilles. C'est du boom boom à fond quoi, c'est vraiment mais j'adore cette musique et vraiment quand je dois me la donner je la mets limite en boucle et on dirait une folle là, qui agite la tête comme ça et vas-y on y va et voilà. Peut-être quelques dernières questions. Tes prochains objectifs, soit sportifs, personnels, comme... Alors, prochains objectifs sportifs. D'abord, je vais faire le 45 km de l'Eco-Trail d'ici peu. Ça sera un entraînement parce que je vais retenter ma chance, on va dire ça comme ça, aux 60 km de la Sainte-Victoire. C'est quand ça ? C'est le 7 avril. D'accord. Je pense que le podcast sortira après, donc voilà. On verra si si j'ai pu finir. Si l'expérience a été meilleure, en tout cas. J'espère. Et voilà. Et après, j'aurai d'autres trails. Un trail vers le Mont Blanc, Giapette, je crois. Je suis pas très forte pour retenir les noms des trails. Un trail à La Réunion qui s'appelle le Trail du Volcan, parce que je vais partir à La Réunion. Et voilà. Donc après ça sera des 20-30 km je crois, des choses comme ça, voilà, plus petit. Pour l'instant ouais, c'est premier semestre en tout cas c'est trail, après on verra pour un marathon peut-être.
C'est ton truc. Voilà. Si tu pouvais résumer tes objectifs professionnels, si tu professionnel, forcément ça sera de développer, parcourir encore plus. J'ai eu quelques bons rendez-vous et quelques trucs qui donnent vraiment pas mal d'espoir pour le faire pour des entreprises. Ça c'est vraiment ce que j'ai envie de développer, en fait, de faire cette animation au sein des entreprises, que ça soit pour des team building, pour des CE, des animations de CE, etc. Et après même peut-être faire un tour de France, parcourir la France. Génial. Voilà, et ça j'ai des pistes aussi pour monter un projet sympa et continuer bien sûr à proposer autant mes services pour les particuliers pour que tout le monde puisse parcourir autrement et dans la joie et la bonne humeur. Super. Est-ce que tu aurais un conseil pour celles et ceux qui voudraient se mettre à faire du sport, que ce soit de la course ou autre, mais je pense que le premier conseil, ça serait vraiment de trouver ce qui vous fait kiffer. De trouver le truc où vous vous sentez vous, en fait, où vous vous sentez bien dans ce que vous faites. Ça peut être de la danse. Moi j'ai une amie qui fait de la danse et du dancehall, et c'est absolument pas mon truc, hein. Si on me voit danser, franchement on dirait une asperge qui gigote, c'est pas du tout ça. Et pourtant moi quand je la vois danser, je kiffe énormément parce que je vois le kiff qu'elle transmet. Et je pense que c'est le plus important, en fait, c'est de vraiment trouver ce truc qui fait qu'on a envie le dimanche de se caler nos plages. C'est ça, et de se sentir vivant, en fait. Le sport c'est fait pour se sentir vivant. Et ça peut être de la randonnée, ça peut être de la danse, ça peut être de la course à pied, ça peut être de la natation, ça peut être du sabre laser. C'est un sport qui existe, sachez-le, je l'ai appris il y a pas longtemps. Mais voilà, mais en soi... Tant que ça nous fait plaisir. Voilà, tant que ça nous fait plaisir, c'est ce qu'il faut faire. Et l'autre chose, ça serait la progressivité. Voilà. De pas se mettre la barre trop. Voilà, de pas se mettre la barre trop haut, d'être indulgent avec soi-même et d'y aller petit à petit, ou du moins à son rythme. Super. Enfin, dernière question, et on va s'arrêter là, c'est où est-ce qu'on peut te retrouver? Donc on a parlé du blog Camille Court en Vert, mais également sur Instagram, et où est-ce qu'on peut retrouver les prochaines dates de Parcourir Autrement? Alors, il y a le compte Instagram Parcourir le tiré du bas et autrement. Il y a mon compte Instagram Camille Court en Vert où de toute manière je relaie toujours les informations aussi. Et il y a le site internet qui sera sûrement fini d'ici là, qui s'appellera parcourir-autrement.com tout simplement. Voilà. Ok, qu'on mettra en lien de la description, évidemment. Merci beaucoup Camille. Merci à toi. Et puis voilà, c'était un plaisir d'échanger avec toi. C'était un très bon moment, donc merci beaucoup. Bye bye. Merci encore à Camille d'avoir partagé son histoire. Pour retrouver les liens vers le blog de Camille, son site internet Parcourir Autrement, ses comptes Instagram associés, mais également sa chanson inavouable, direction www.50nuancesdesport.com, où vous retrouverez tout ça dans l'article dédié à cet épisode. Pour suivre le podcast, vous pouvez vous abonner via votre application et direction @50nuancesdesport sur Instagram pour vous tenir informé des prochains épisodes. D'ailleurs, exceptionnellement pour le lancement, le prochain sera diffusé dans une semaine. Alors à bientôt!